Le ciel était gris de nuages, il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonjour à tout le monde. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre et merci aussi à ceux qui étaient là. Un moment de vérité et d'émotion pour débuter cette dernière journée. Alors, nous allons accueillir quelqu'un aujourd'hui pour qui j'ai le plus grand respect. Ce qu'il fait depuis 20 ans est unique en France. Je ne connais personne d'autre qui ait organisé ce travail méthodiquement pour arriver à suivre ce que nous sommes et définir le pays dans lequel nous vivons. Avec lui, c'est pas est-ce ainsi que les hommes vivent, c'est est-ce ainsi que les Français vivent. Et j'ajouterais vivre sans le savoir. Tellement il y a de choses dans ce livre ou qui nous étaient étrangères, ou qu'on avait négligées, ou évidemment qu'on connaissait, et avec un temps, tout ça dans un temps de 25 ans, qui est à peu près le temps qui sépare l'idée qu'on se fait de notre pays de ce qu'il est vraiment aujourd'hui, à une rapidité telle que nous-mêmes, on n'est pas au fait de ce qu'est en ce moment notre pays et comment il évolue. Je discutais 2 secondes avec Jérôme Fourquet, puisqu'il s'agit de lui, avant d'arriver, et je lui parlais de ça, la rapidité, c'était son constat aussi. Et il disait, lui, il y a de quoi avoir la tête qui tourne et se demander qu'est-ce qui se passe. Jamais dans l'histoire, quelque chose avait été si vite et si profondément dans notre pays. Et ce sont 25 ans de travail obstiné, catégorie après catégorie, études sérieuses, rien là-dedans n'est bidon, inventé, et qui ne soit pas fondé sur des réalités prouvées et reprouvées. Et donc c'est quelqu'un, c'est pour ça que j'ai du respect pour lui. Il n'est pas question pour lui d'enlever une notion pour ne pas déranger. Non, il nous dit en ce moment ce que toutes les études faites depuis 25 ans montrent ce qu'est la réalité de la France. Et même moi qui ai l'odieuse prétention de suivre au jour le jour les informations, il y a des situations qui m'ont étonné au point que je me disais que ce n'était pas possible. J'avais presque envie de prendre le téléphone et de dire à Fourquet, il va y avoir une erreur. Donc, je suis très content que dans cette journée où on se demande comment les hommes vivent, d'avoir Jérôme Fourquet qui puisse nous dire voilà, contrairement aux idées reçues, voilà comment ils vivent vraiment. Merci beaucoup. Bonjour, Jérôme Fourquet. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il a un calendrier de sortie qui est plus épais que le carnet de bal de n'importe quelle princesse d'Europe. Et donc, on a mis pas mal de temps à trouver dans son carnet de rendez-vous du temps pour Pau, n'est-ce pas? Parce que je sais qu'il est toujours très content de rencontrer les gens et de parler de ce qu'il fait. Mais vraiment, là, c'était dur. Parce que beaucoup de gens se posent la même question que nous tous. Ou qu'est-ce qui se passe vraiment dans le pays? C'est ça la question, en gros.
Et est-ce qu'on est au courant de tout? Je ne parle pas de secret d'alcôve. Non. Est-ce qu'on connaît? Vous savez, il y a une phrase et un document qui s'appelait « Mon étrangeté dans mon propre pays ». Vous connaissez cette formule? Ou comme un étranger dans mon propre pays. Et je me disais, mais est-ce que Jérôme Fourquet, lui qui suit tout depuis le début, parce que c'était mon cas, c'est ce que je viens de dire, je croyais être au courant de l'essentiel de ce qui se passait dans le pays. Mais l'essentiel, il est là, et c'est pas ce que j'imaginais, pas pour tout, mais pour certains endroits. Et je me disais, est-ce que Jérôme Fourquet lui-même pouvait imaginer en entamant ce travail-là de ce livre, est-ce qu'il imaginait lui-même ne jamais être étonné en découvrant la réalité et la rapidité des choses? Alors, c'est tout l'intérêt de ce type de travail, c'est qu'on est toujours surpris, on est toujours interpellé, même si... Même vous qui suivez ça depuis 20 ans, 25 ans? Parce que quand on creuse un certain nombre de sujets, quand on met en perspective des données, des statistiques, on voit parfois l'ampleur et la vitesse d'un certain nombre de transformations. On a une vague idée, on se dit ça a bougé, mais quand on les met noir sur blanc, quand on trace la courbe, on se dit c'est quand même assez stupéfiant. Le propos consiste pas à dire que la France serait restée immuable au cours des siècles passés. Il s'est déjà passé énormément de choses. Quand on repense à la Révolution française, la Révolution industrielle, c'est pas des petites affaires. Ah oui. Les 30 Glorieuses non plus. Sauf que depuis une quarantaine d'années, on a deux mouvements qui se sont... mouvements principaux. Oui, enfin deux phénomènes majeurs de mon point de vue. C'est d'abord la vitesse qui s'est accélérée dans ces transformations, et d'autre part ces transformations, c'est pour ça qu'on a parlé de métamorphose au pluriel, qui concernent tous les champs de la vie sociale en fait. Et donc c'est la simultanéité de ces phénomènes et leur profondeur qui donne le côté parfois un peu déroutant et vertigineux de ce que nous sommes, de ce que nous avons vécu. Vertigineux, c'est le bon mot en fait. Oui. Il y a des moments où on se dit, mince, c'était comme ça il y a 10 ans. Donc voilà, comment est-ce possible que ce soit ça aujourd'hui? Oui, alors... c'est ça qui est vertigineux, c'est cette espèce de décalage incroyable. Alors peut-être prendre... Allez, donnez un exemple du vertige que vous-même avez eu, par exemple. Oui. Alors, on a passé les fêtes de Toussaint récemment. Et donc, quand vous regardez les pratiques funéraires des Français, ça, pour le coup, c'était quelque chose qui était resté immuable depuis des millénaires. Et donc, depuis des millénaires, donc c'est pas rien. Oui, on enterrait les gens. Oui. Donc, monarchie, république, révolution industrielle, société agricole, société urbaine, on enterrait les gens. L'Église, pendant longtemps, s'était opposée à la pratique de la crémation. C'était interdit. Après le Concile de Vatican II, on va, du côté de l'Église, autoriser cette pratique, donc en 1963. Mais en 1980, quand on regarde les statistiques, vous avez encore seulement 0,9% des obsèques qui donnent lieu à une crémation. C'était, au sens premier du terme, impensable. C'est-à-dire que ça ne venait même pas à l'esprit des gens de se faire incinérer. La seule option que vous aviez, c'était est-ce qu'il y aura une messe ou il n'y a pas de messe? Ça disait un peu vos opinions. Déjà, oui. Mais sinon, tout le monde finissait à peu près au même endroit. Aujourd'hui, les obsèques la crémation représente 43% des obsèques en France. Donc entre 1980 et aujourd'hui... Des millions, ça veut dire. C'est des centaines de milliers par an. Et au rythme où cette pratique se développe, elle sera majoritaire dans quelques années. Et donc, quand on reprend les travaux de Lévi-Strauss ou autres qui vous expliquent le poids des rites funéraires dans la compréhension des sociétés... C'est une définition de l'humanité même. Hein. Voilà. Et donc là, quelque chose qui était resté immuable, quels que soient les changements de société, en 40 ans, tout a bougé sur ce sujet-là. Et donc ça, c'est une des données, par exemple, qui m'a le plus surpris et qui m'a le plus interpellé. Et vous avez essayé de trouver une explication, une raison? Oui, alors il y en a deux principales. La première, on a parlé de l'Église à l'instant. C'est un symptôme parmi d'autres de la perte d'influence du catholicisme et du vieux socle judéo-chrétien. Et donc vous voyez que c'est plus uniquement mesurable sur un indicateur, par exemple, comme est-ce que les églises sont remplies le dimanche ou non, est-ce qu'on fait baptiser ou non les enfants. Ça va bien au-delà de ça. Aujourd'hui, c'est même les rites funéraires qui sont concernés par cette transformation. Et puis, la deuxième explication, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de télescopage ou
de transformation qui avancent de manière simultanée. La deuxième explication à cette adhésion très forte à la crémation aujourd'hui est à rechercher du côté de ce qu'on pourrait appeler le grand déménagement, c'est-à-dire comment des millions de Français se sont arrachés de leur terroir natal pour aller faire leur vie, familiale en tout cas, familiale, faire leur vie ailleurs. Et donc, arrivé à la fin des fins, on se dit quel sens ça a de me faire enterrer dans le caveau familial, dans le petit village du Béarn, où toute ma famille repose, alors que moi j'ai vécu à 500 km d'ici. L'autre option, c'est de se faire enterrer là où j'ai fini ma vie, à 500 km de mes ancêtres, mais mes propres enfants ne vivent plus là où j'ai fait ma vie. Ils n'iront jamais voir ma tombe. Et ils n'iront jamais voir ma tombe. Et donc, est-ce que le plus simple, c'est pas tout simplement la crémation? Et comme ça, on résout le problème. Vous prenez une ville qui est un peu emblématique de ce grand déménagement, une ville comme Nice, où beaucoup d'habitants de Nice ne sont pas issus de cette région. Aujourd'hui, les crémations représentent 70% des obsèques à Nice. Et donc moi, j'ai parlé dans un texte récent... 70%. Ouais, de cette France hydroponique. Vous savez, la culture hydroponique en agriculture, c'est ce qui est utilisé pour faire pousser les concombres, les tomates, les fraises hors sol, dans des serres. Donc on a un substrat qui est complètement dévitalisé, puis on fait courir dedans une solution avec tous les nutriments dont on a besoin. Ce qui fait que sous serre, que vous les fassiez pousser en Belgique, à Brest ou en Espagne, les tomates, les concombres et les fraises vont avoir le même goût. On a un peu parfois le sentiment que cette France, elle est devenue hydroponique dans certains endroits, c'est-à-dire que tout le substrat a été complètement renouvelé, retourné, et qu'avec ce rempotage comme ça des individus, eh bien des choses qui donnaient des racines, en fait, en quelques décennies, se sont disloquées. Sans que ça pose de gros... Alors, il n'y a pas de drame, vous voyez, ça se fait naturellement, et donc c'est des changements en fait qui sont très très profonds. Et qui, encore une fois, il y a 40 ans, étaient impensables au sens premier du terme. Si on reste un instant dans parce que tout ça parle quand même aussi... religieux. Oui, et aussi de notre rapport au corps, puisque c'est de ça aussi dont il s'agit. Il y avait une autre pratique qui était interdite par l'Église, mais qui était assez peu combattue sous nos latitudes parce qu'elle était peu usagée, c'est la pratique du tatouage. Bon. Et donc vous voyez que quand vous allez sur la côte basque ou ailleurs l'été, ce commandement religieux est un peu moins respecté aujourd'hui que par le passé. Peut-être même... Quelle prudence. Voilà. Même parfois je pense dans le stade de rugby, par exemple, ici à Pau, on voit des bras et des muscles qui portent un certain nombre de marques. Aujourd'hui, vous avez 20% de la population adulte qui est tatouée. Alors chaque fois que je dis ça, les gens me disent, certains me disent c'est beaucoup, d'autres c'est pas beaucoup. En fait, tout dépend de qui on parle. Des tranches d'âge, hein, voilà. C'est ça. Si vous prenez les 65 ans et plus, eux, ils sont tatoués à 1%. Voilà. En fait, pour savoir votre âge, voilà. 1%. Donc, si monsieur n'a pas fait son service dans la marine, il n'y a aucune probabilité statistique. Les enfants de cette génération, les 25-34 ans, ils sont tatoués à hauteur de 40%. Pas du corps, hein, 40% d'entre eux. Et donc 40%, donc vous voyez 43% d'incinération, de crémation. Oui. La jeune génération, 40% de gens qui sont tatoués. Donc des pratiques, encore une fois, qui étaient complètement marginales et impensables, sont en passe de devenir banales et majoritaires dans le pays. Mais là, il n'y a pas les explications que vous donniez tout à l'heure, par exemple. Tout à l'heure, il y avait une raison de fond qui est l'éloignement. Le tatouage, c'est autre chose. Oui, alors... là, on a l'américanisation de la société, avec des référentiels culturels donc, qui se sont invités ici. Je parlais du rugby, on va avoir des gens qui peuvent être aussi tentés par les tatouages maoris ou autres. Tout ça nous renvoie aussi à un moteur très profond des changements de société qui réside dans l'individualisation, le fait donc de marquer son corps et de se singulariser. Et donc c'est au confluent d'un certain nombre de pratiques. On parlait tout à l'heure de la religion catholique. Il y avait une pratique qui avait résisté jusqu'aux années 80 un peu à l'usure du temps parce qu'elle était certes un sacrement dans l'Église, elle est encore un sacrement dans l'Église, mais c'était une tradition, c'était le fait de baptiser les enfants. Oui. En 1980, même si les églises étaient déjà plus aussi remplies que par le passé, 70% des nouveau-nés étaient encore baptisés. Bon, vous n'alliez pas à la messe, mais
un enfant arrivait dans la famille, le tarif, c'était de le baptiser. Aujourd'hui, c'est 30% des nouveau-nés qui sont baptisés. Donc on est passé de 70-30 à 30-70. Et si ce rituel du baptême se perd, vous voyez que notamment en revenant au tatouage, vous avez aujourd'hui des jeunes parents qui se font tatouer le prénom de leur enfant au moment de la naissance avec en lettres ou en chiffres romains la date de la naissance. Et donc on est sur des rites qui sont en train de changer à une vitesse, encore une fois, assez stupéfiante quand on regarde ce qui s'est passé dans notre histoire. Parce que, encore une fois, révolution industrielle, 30 glorieuses, les guerres même. Voilà, les gens continuaient de se faire baptiser, de se faire enterrer, et de ne pas se tatouer. Et donc tout ça, sur l'anthropologie, on voit, de mon point de vue, c'est ce qui est le plus profond en termes de changement. C'est vrai, vous avez raison. Est-ce que lors de vos enquêtes, quand vous établissez ces chiffres, c'est à la suite d'enquêtes, etc., de rencontres, est-ce que les gens vous expliquent un tout petit peu pourquoi ils font ça ou pas du tout? Alors vous enregistrez seulement la définition de ce qu'ils sont à un moment donné sans leur demander pourquoi? Alors souvent, on est sur des enquêtes qu'on appelle dans notre jargon quantitatives. Donc on va juste mesurer les pratiques. Parfois, quand on en a les moyens, on essaye de creuser qualitativement davantage quand on est surpris en disant essayons de trouver les causes ou les raisons qui sont invoquées par ces individus à l'explication de ces nouvelles pratiques. Et alors, quelle est la réponse pour le tatouage, par exemple? Alors, on est là-dessus sur le fait de se réapproprier son corps et le fait aussi dans cette jeune génération que ça s'est complètement banalisé. Sur cette individualisation, donc je parlais du tatouage à l'instant, et on parlait du baptême, donc on peut faire le lien aussi avec l'explosion du nombre de prénoms différents enregistrés chaque année en France. Incroyable. Donc en gros, de la Révolution française jusqu'en 1945, jusqu'au début du baby-boom, quand vous regardez le nombre d'enfants qui naissent en France et que vous faites la liste des prénoms différents recensés, c'est à peine 2000 prénoms chaque année utilisés en France, garçons et filles confondus. Tout ce portefeuille de prénoms, si je puis dire, suffisait au bonheur des familles françaises en disant on va piocher dans ce référentiel-là. Cette stabilité du corpus de prénoms avait deux origines. La première, c'est qu'on avait un fond de sauce culturel commun. Donc tout le monde, il y avait des différences régionales. On en sait quelque chose ici dans le sud-ouest, avec quelques prénoms locaux, mais pas tant que ça finalement. Et puis l'autre élément qui expliquait cette grande stabilité, comme souvent en France, il faut remonter à Napoléon. Napoléon s'était piqué de légiférer sur les prénoms. C'est ton côté un peu organisé et militaire. Donc il avait dit, voilà la liste des prénoms qui sont autorisés, éligibles à l'état civil. Et donc il ne s'était pas embêté, il avait pris le calendrier. Donc on retrouve notre vieille matrice catholique, puisque comme vous savez, c'est des saints et des saintes qui sont dans le calendrier. Donc ce bain culturel commun faisait que les gens piochaient toujours à peu près dans les mêmes types de prénoms. Et puis s'il y avait une famille un peu décalée, à qui il prenait l'idée saugrenue d'aller chercher un prénom derrière les fagots, à l'état civil, on disait c'est pas possible, vous revenez ou on va vous en donner un autre parce qu'il n'est pas dans la liste. Et donc on a fonctionné comme ça jusqu'en 1945. À partir de 1945, on a le baby boom, donc on a plus de naissances, on voit le nombre de prénoms qui commence à augmenter avec ce carcan qui se dessert progressivement. Les contentieux se multiplient entre les états civils des mairies et les familles en disant comment se fait-il que je ne puisse pas appeler ailleurs dans une autre commune ils acceptent, on pourrait, etc. Et puis c'est quand même notre liberté, vous voyez, c'est toujours cette liberté. Et donc en 93, de guerre lasse, l'Assemblée nationale va abroger la plus vieille loi qui était encore en vigueur en France, qui était la loi Napoléon sur les prénoms, en disant ça fuit de toutes parts, on n'y arrive plus. Donc maintenant c'est open bar, vous donnez le prénom que vous voulez à vos enfants. Morale de l'histoire, aujourd'hui, on a 13 000 prénoms différents enregistrés chaque année en France. 13 000 prénoms. Voilà, sur une cuvée, 13 000, avec moins de naissances qu'en 1945. Et oui, c'est ça en plus. Et sachant que, bon, en ce moment, on est en dessous de 700 000 naissances. Et en gros, l'INSEE met de côté 40 000 nouveau-nés. Donc les 13 000 sont sur à peu près 650 000 nouveau-nés. 550 000. Et il y a 40 000 prénoms qui mettent à part, 40 000 naissances qu'ils mettent à part dans un deuxième fichier
qu'ils appellent le fichier des prénoms rares. Alors quand on avait écrit l'archipel français avec mon co-auteur Sylvain Monternac, on s'était dit mais il y a déjà 13 000 prénoms, mais il y a un truc encore plus fort, il y a le prénom rare, donc l'INSEE travaille sérieusement. Le prénom rare. Rare. Et donc il y a un glossaire qui vous explique ce que c'est qu'un prénom rare pour l'INSEE. C'est un prénom qu'on va trouver au mieux 2 fois dans l'année en France. Donc si vous êtes sur des cuvées à 700 000 individus, 350 000 garçons, 350 000 filles, si vous êtes en prénom rare, vous êtes seul ou avec un autre de votre millésime à 350 000 à porter le même prénom. Donc là, il faut donner une médaille à vos parents, ils ont bien bossé, pour aller vous chercher un prénom original et unique, quasiment unique, dont on soit sûr que vous soyez l'unique récipiendaire. Et quand vous regardez votre arbre généalogique, vous voyez que dans les étages élevés de l'arbre, on retombe souvent d'un étage à l'autre sur les mêmes prénoms, oui, puisque le nouveau-né recevait le nom du grand-père ou de la grand-mère, oui, puisqu'il fallait l'inscrire. Voilà. Le principe actif, c'était inscrire dans un héritage une lignée. Continuité. Aujourd'hui, le principe actif, c'est différencier. C'est la singularisation et l'individualisation. Et donc, qu'on parle des tatouages ou des prénoms, au bout du bout, on a un peu cette même logique. C'est passionnant cette histoire c'est une différence énorme. Tout à fait. Que de rattacher la naissance, c'est-à-dire la vie qui vient d'une manière ou d'une autre, à ce qui était derrière. Et là maintenant. Alors là, dans le délai que vous dites, en 40 ans. En 50 ans, oui, voilà. 50 ans, l'exigence est l'inverse, pas différente. Tout à fait. L'inverse. C'est-à-dire, je veux donner à mon enfant quelque chose qui le distinguera de tous les autres. Tout à fait. En gros, qui le séparera aussi de tous les autres. Qui le singularisera, tout à fait. Vous avez utilisé le mot vertigineux tout à l'heure. Je pense que cet exemple est encore plus frappant que l'autre. Parce que ça ne touche pas seulement à la religion. Non. Ça tient à des choses profondes, en fait. Sur le profond. Alors, autre exemple, on parle des enfants, des parents. Quelque chose qui n'avait pas bougé pendant très longtemps, c'était la proportion d'enfants qu'on appelait historiquement illégitimes. On n'oserait plus parler comme ça aujourd'hui. Oh là là, vous êtes condamné là, non? Donc en bon français, c'est les naissances hors mariage. Donc les parents ne sont pas mariés, ils peuvent vivre ensemble, mais ne sont pas mariés. C'était à peu près 10% d'une classe d'âge, historiquement. Très stable dans le temps. Pendant des siècles. Oui, tout à fait. Au moins depuis la Révolution française. En 1980, une institutrice une jeune institutrice qui commençait sa carrière d'institutrice, dans sa classe, avait un élève sur 10 dont les parents n'étaient pas mariés en 1980, en moyenne. Elle part à la retraite en 2015-2020. Sa dernière classe, il y a 6 enfants sur 10 dont les parents ne sont pas mariés. En une carrière. Une carrière. Donc quelque chose qui était absolument la norme. Et vous voyez, encore une fois, 10%, vos parents ne sont pas mariés, on est un peu regardé de travers. C'est devenu le fait ultra majoritaire aujourd'hui. Et là encore, ça s'est développé en quelques décennies seulement. Juste qu'on comprenne, depuis 40 ans, vous avez analysé tout ça à une vitesse exponentielle, on va dire. Est-ce que des tendances que vous venez d'évoquer, on n'imagine pas que ça puisse aller en arrière, qu'il y ait un rétropédalage ou c'est imaginable? Ça va continuer dans cette direction fondamentale? Alors, on peut peut-être qu'il y ait un certain nombre, on va peut-être atteindre des paliers, mais je ne vois pas sur les sujets qu'on vient d'évoquer de retour arrière, en tout cas pas à brève échéance. Les mécanismes sont... Si on voulait utiliser une métaphore, on pourrait dire un peu que c'est comme le moteur diesel. Vous voyez, ça met du temps à chauffer. Oui. Mais une fois que c'est embarqué, c'est parti. Ça ne s'arrête jamais. Bah oui, ou ça se maintient en vitesse de croisière. Mais il y a, sauf exception hors norme, on n'aura pas en tout cas ces sujets-là, on n'aura sans doute pas de phénomène de retour. Et une autre question pour mettre en situation. Est-ce que dans les autres pays d'Europe, qui sont les plus proches de nous, ce sont les mêmes tendances avec la même rapidité, ou bien la France est un cas un peu particulier sur certains points? Alors sur pas mal des sujets qu'on a évoqués, on est dans la moyenne, on est dans la tendance, avec des rythmes qui peuvent être un peu différents. On est très près de l'Espagne ici, on voit le poids de la religion catholique qui demeure quand même plus présent en Espagne qu'en France, mais la pente est quand même la même. Pour tous les rites que vous avez évoqués? Oui, alors il va y avoir des choses. Sur les pays du Nord, la pratique de la crémation était plus répandue historiquement.
Mais globalement, on est sur des tendances qui sont assez similaires. Là où on est très en pointe, c'est notamment sur les naissances hors mariage. Alors c'est aussi lié sans doute au PACS et également aussi à la fiscalité qui va exister dans les pays voisins où si vous êtes marié, il y a des abattements fiscaux qui sont plus importants. Et donc nous, on est allé beaucoup plus loin dans cette reconfiguration des familles. Le PACS, c'est considéré dans vos statistiques comme quelque chose qui n'est pas marié. Hein, c'est ça? Alors là, quand on dit quand vous dites naissance hors mariage, c'est des gens factuellement non mariés. Ça veut dire tous les PACS. Voilà. Tous les enfants qui naissent de PACS. Exactement, ou des unions libres. Ouais. Donc c'est pas, quand on dit naissance hors mariage, c'est pas que les parents sont séparés, c'est qu'ils ne sont pas mariés. C'est qu'ils ne sont pas mariés. Oui. Voilà. Ça ouvre quand même le, oui, bien sûr. Le champ. Alors autre chose, c'est alors on en avait l'idée, mais elle n'était pas chiffrée comme là-dedans. Le low cost. Ça a quoi? Ça a 20 ans le low cost? Trentaine d'années. Trentaine d'années, tout début. Oui, le premier... Le mot est utilisé depuis quoi, 20 ans Alors, avant le low cost, il y a eu le hard discount. Ah oui, c'est ça, oui. Et donc les premiers magasins allemands, Lidl, Aldi, pour ne pas les nommer, s'implantent en France à la toute fin des années 80. Puis après, ensuite, ça monte en puissance. Et ensuite, on va développer le low cost sur d'autres types d'activités. Donc, on connaît bien les compagnies aériennes maintenant. Les transports. À bas coût. Le train. Mais vous voyez, le train. Les bus. Les bus, les fameux cars Macron, etc., etc. Et donc, nous, on analyse ce phénomène comme une adaptation du modèle économique au fait que toute une partie de la société française, de la population, n'arrive plus à consommer au rythme où la société de consommation demande que nous consommions. Il faut suivre. Oui. Et donc ça ne veut pas forcément dire que les gens sont plus pauvres qu'avant. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Si on veut essayer d'illustrer ça par une image, pour dire la société française, c'est le peloton du Tour qui passe souvent dans vos montagnes. Et comme on est une société de consommation, il y a une seule règle dans ce peloton du Tour. Il faut qu'à chaque édition, chaque année, vous m'augmentiez la vitesse moyenne du peloton de 2 km/h. Ça s'appellerait le taux de croissance. On se dit 2, bon, c'est jouable. On soumet le peloton à ce rythme-là, à cette exigence-là, sur 5 ou 10 ans, le peloton va s'étirer. Sur 30 ans, il est coupé en deux. Il y a une première partie qui a tenu la cadence, qui pédale toujours plus vite, c'est-à-dire qui consomme toujours plus. Puis il y a une deuxième partie du peloton qui consomme plus qu'il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'elle roule plus vite qu'il y a 30 ans, mais pas suffisamment vite pour tenir le rythme imposé et qui voit inexorablement l'avant du peloton s'éloigner. Déclassement. Et mais c'est un déclassement relatif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que parce que les gens disent mais on n'arrive plus à s'en sortir, mais quand vous regardez le niveau de vie, le taux d'équipement des ménages par rapport à il y a 40 ans, la moyenne a été considérablement rehaussée. Et ce décrochage relatif, un des éléments de réponse économique, c'était le low cost. Et une manifestation politique et sociale de tout ça, ça a été, vous en avez parlé tout à l'heure avec Florence Aubenas, c'est les gilets jaunes. Des gens qui disaient on bosse. Mais on n'y arrive plus. Mais on n'y arrive plus. Mais vous n'arrivez plus à quoi? À tenir la cadence de la société de consommation. Qui, sans cesse, il y a des nouveaux besoins, il y a des nouveaux désirs, il y a de nouveaux objets. Et on a une partie de la population qui, même en travaillant, aujourd'hui n'y arrive plus. Et donc le marché économique s'est adapté. Donc on a parlé du hard discount, on a parlé des compagnies aériennes, mais ce développement de ce dispositif, nous on l'appelle une offre secondaire, un marché secondaire. Vous savez, comme sur le réseau routier, il y a le réseau principal, les routes secondaires, les routes secondaires. Et les autoroutes à péage. Voilà. Donc on resegmente les choses. Et bien dans tous les marchés, on a cette offre secondaire qui s'est développée. Typiquement dans l'automobile, ça a été l'arrivée en France de Dacia. Dacia, qui était une filiale de Renault, développé des modèles low cost. En Roumanie, oui. Voilà, en Roumanie, qui était pensé pour partir à la conquête des marchés de l'Europe de l'Est, du Maghreb et de la Turquie, où les Renault fabriqués en France étaient trop chers. Et en 2005, on voyait cette démoyennisation à l'œuvre. Chez Renault, on décide, après moult débats, parce que c'était compliqué pour eux, de tester la Logan en France, qui va rencontrer un vrai succès. Et donc ensuite, on va multiplier les modèles, la Sandero, le Duster, etc., etc. Et aujourd'hui, Dacia
est la troisième marque la plus vendue en neuf sur le marché des particuliers en France. En 2020, ils ont lancé une grande campagne de communication à la télévision pour commémorer leur 15e anniversaire de présence en France. Et le slogan résumait jusqu'à la quintessence cette idée de marché secondaire. Le slogan était le suivant: Dacia, depuis 15 ans, nous vous rendons le plaisir du neuf accessible. Sous-titre: si compte tenu de vos revenus, vous ne pouvez plus vous payer la Renault, la Peugeot ou la Citroën, pas de stress, vous n'êtes plus cantonné à acheter de l'occasion. Vous pouvez acheter du neuf, mais qui est calibré juste un poil en dessous de ce qu'on vous propose historiquement. Et donc le TGV low cost, le hard discount, tout ça, c'est la même idée, c'est-à-dire comment on propose des produits ou des services à la deuxième partie du peloton pour qu'elle continue de se sentir dans la course et qu'elle arrive qu'à un quart à se maintenir dans le jeu. Ça a quelles conséquences, ça? C'est l'introduction d'une division quand même, non qui existe. Enfin, il y a toujours eu des gens plus riches que d'autres, ou plus pauvres que d'autres, bien entendu, mais... Là où les choses se compliquent, c'est que, et on voit pourquoi le pouvoir d'achat est surveillé comme le lait sur le feu par les autorités, c'est que c'est plus uniquement une question de remplir le frigo, alors c'est déjà très important ça, mais dans une société de consommation, le citoyen, aujourd'hui, il est d'abord un consommateur. Et donc, s'il est freiné, limité dans son droit souverain de consommer, alors il n'est plus un citoyen de plein exercice, puisqu'il ne peut plus exercer sa souveraineté de consommateur. Et donc, il se sent déclassé et un citoyen de seconde zone. Et c'est là où on voit, alors on va remonter un peu dans l'histoire, prenons le début des années 60, comment le fonctionnement profond de la société s'est transformé. Début des années 60, on rentre à peine dans la société de consommation. C'est le livre de Baudrillard, La société de consommation, c'est 1970. Les premières grandes surfaces, c'est ces années-là. Et il y a un grand historien, Jean-François Sirinelli, qui parle de cette société française du début des années 60, et il a une magnifique formule, il dit « c'est une société du bonheur différé ». C'est encore une société du bonheur différé. À l'époque, 35% des Français allaient à la messe tous les dimanches et 25% votaient pour le Parti communiste. Pas de risque de double compte, ceux qui avaient la carte en général n'allaient pas à la messe. Et donc on avait 60% des Français qui avaient ce qu'on pourrait appeler des horizons d'attente. C'était Don Camillo et Pépone. Donc on était chez Don Camillo, on disait bon, aujourd'hui on mange peut-être des cailloux, mais là-haut ce sera sympa. En face, chez Pépone, on disait camarade, la vie est dure, mais ce soir le grand soir, demain la révolution, après-demain la société sans classe. Et donc il y avait des horizons d'attente. Dans cette France des années 60, début des années 60, typiquement dans un département comme le vôtre, à une génération près de recul, la majorité de la population vient encore de la campagne. Et donc on sait qu'avant de semer, avant de récolter, il faut avoir semé. Donc c'est une société du bonheur différé. Ces grands horizons d'attente ont été complètement pulvérisés. Fabien Roussel a fait 2,5% des voix à la présidentielle. Il y a à peu près 3% de Français qui vont à l'église le dimanche. Et donc le bonheur, c'est maintenant, ici et maintenant. D'où... La formule de Mitterrand déjà. Voilà. Ce que je peux consommer, ce que je peux m'offrir et ce que je peux payer à mes enfants. Et donc on voit que c'est à la fois cette consommation un marqueur de la place que vous occupez dans la société, mais aussi pour beaucoup de nos concitoyens, à défaut de ces grands récits qui se sont effondrés, la nature ayant hors du vide, le marché, la zone commerciale a occupé tout l'espace. Regardez le temps de bande passante occupé ces derniers jours par une tradition très française qui s'appelle le Black Friday. Et donc vous voyez comment cet imaginaire, voilà. Alors là, comme on n'arrête pas le progrès, ce dispositif devient de plus en plus puissant, puisqu'historiquement, c'était les grandes enseignes et les marques qui faisaient leur pub. Mais aujourd'hui, tout à chacun est un agent publicitaire de ces marques. Oui. Sur les réseaux sociaux, le premier truc que vous faites quand vous achetez une nouvelle paire de baskets, c'est de vous prendre en photo avec. Quand vous arrivez en vacances, vous vous prenez en photo devant la piscine. Il y a des millions de publicitaires pour chaque... Voilà, et ça tourne en permanence. Et donc, vous voyez que cette crise, vous en avez parlé avec Florence Aubenas tout à l'heure, cette crise des Gilets jaunes, j'entendais ce qu'elle disait,
quand les gens avaient rempli leur caddie, oui, c'est ça, oui. a dit « J'ai mis tout ce que je pourrais jamais me payer. Jamais payé, oui. J'ai mis de la marque. » La marque. Vous vous rappelez que quelques mois avant la crise des Gilets jaunes, on avait assisté à ce que d'aucuns avaient appelé les émeutes du Nutella. Il y avait une grande enseigne de distribution. Qui avait baissé ses prix d'un coup, qui avait des... Moins 75%, vous imaginez, sur le pot de 850 grammes, ça ne se refuse pas. Et Intermarché, il y avait des émeutes, il y avait des bagarres. Et Intermarché, qui connaît parfaitement ses clients, il lance la promo le 20 du mois. Parce que le 20 du mois, toute la France des ronds-points, elle dit « Je ne peux plus me payer de la marque. Je ne peux plus faire plaisir aux enfants, j'achète du faux Nutella. » Et donc là, c'est l'occasion de faire plaisir aux enfants. Donc on se rue dans les magasins, on se crêpe le chignon. Donc on est obligé de contingenter le nombre de pots, 2 par personne, etc. Les gens les revendent sur Facebook derrière ou le Bon Coin. Bon. Et alors, nos sociologues universitaires qui n'ont jamais d'œillère idéologique nous disent « Regardez, c'est les prémices des émeutes de la faim. » Nous, à l'IFOP, on dit « On se calme. Hein, c'est de la pâte à tartiner. » Ça, bon, enfin, c'est encore. Mais plus sérieusement, voyez le poids des marques dans l'imaginaire collectif. Les enfants à l'école. Tout le débat sur la blouse. Alors, il y a un grand penseur français, là, Jacques Séguéla, qui avait dit pour ne pas le citer. Si à 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. La France des ronds-points, elle dit si à 40 ans, tu ne peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes mômes, tu es un cassos. Le cassos, c'est le cas social. Les marques que je consomme, les enseignes que je fréquente, disent la place que j'occupe dans la société, à mes yeux, aux yeux de mes enfants et aux yeux de tous mes proches. Et pour moi, tout ça, c'est le terreau de la crise des Gilets jaunes. Vous vous souvenez, mais Florence Aubenas en a parlé tout à l'heure, hein, le gros coup, le gros coup. Que sa bande de Gilets jaunes... On va faire un gros coup. Voilà, c'était d'aller à Leclerc. Les ronds-points qui ont été occupés, c'était les ronds-points devant les zones commerciales. Supermarché, absolument. Voilà. Et moi, je me souviens, le premier dimanche du mouvement des Gilets jaunes, donc c'était tous les samedis, donc il y avait le premier samedi, et le département de Seine-et-Marne était un gros foyer de Gilets jaunes parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent en région parisienne et qui sont dépendants de la voiture et qui font les allers-retours, hein, puisque le mouvement des Gilets jaunes, c'était d'abord un mouvement d'automobilistes, c'était la France de la bagnole, en fait. Autre caractéristique de ce département... La France qui a besoin de la bagnole. Qui est dépendante de la voiture. Pas de la bagnole. Non, qui est dépendante de la bagnole. Ouais, c'est pas pareil. Non, tout à fait. Et autre caractéristique de ce département, il est proche de Paris, donc pas trop loin pour les rédactions de journaux, des grands médias. Et de radio. Donc BFM avait envoyé des équipes sur les ronds-points de Seine-et-Marne. Et le dimanche matin, on assiste, parce que tout ça n'était pas organisé, il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas de parti politique, à un rassemblement de Gilets jaunes. Certains avaient passé la nuit sur place, d'autres revenaient le lendemain. Il n'y avait pas de mot d'ordre, pas de leader. Et donc, il y a des tractations à n'en plus finir. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, on est en Seine-et-Marne. Et tout d'un coup, la décision est prise. On va à Disney. Et donc, BFM suit les cortèges de Gilets jaunes qui convergent vers Disney, mettent la pression sur le service de sécurité de Disney pendant toute la matinée. Et la victoire des Gilets jaunes du premier dimanche, en Seine-et-Marne, c'était d'avoir fait ouvrir gratuitement Disney. Le parc de Disney. Voilà. Et donc, vous voyez aussi là le changement d'imaginaire. C'est-à-dire que dans un mouvement social classique, syndical, où les agriculteurs, on serait allé devant la préfecture, voir l'État. Les décideurs, oui, c'est ça. On serait allé badigeonner la devanture du MEDEF local. Là, on va à Disney. Donc ça vous dit aussi les changements d'imaginaire, les changements de représentation, et aussi le poids de cette économie de la consommation et des loisirs dans la société française contemporaine. À propos d'agriculteurs, là aussi, les chiffres sont d'une... comment dire? C'est plus que de la rapidité, les chiffres sont d'une vitesse incroyable. Alors, si on voulait faire un parallèle... Ça aussi, c'est un changement fondamental. Tout à fait. On pourrait le faire, ce qu'on disait tout à l'heure sur le catholicisme. C'est-à-dire que le déclin des effectifs agricoles ne date pas des années 80. Ça commence très longtemps en arrière. Sauf qu'il s'accentue sur ces 40 dernières années. Et comme pour le catholicisme, il nous fait arriver au stade terminal, en fait. En 1988, il reste encore 1 million d'exploitations agricoles professionnelles en France. Ils sont 380 000 aujourd'hui. Donc on a perdu 2 tiers de l'effectif en 34 ans. C'est le plus grand plan social sectoriel.
de l'histoire de France contemporaine. Alors c'était moins douloureux que dans l'industrie. Il n'y a jamais eu, oui, autant de déperditions sur un secteur. Oui. Voilà. C'était moins douloureux que dans l'industrie parce que c'est souvent à l'occasion du départ à la retraite de l'exploitant, oui, qui n'est pas remplacé. Voilà, la ferme est dissoute. Ou rachetée par un groupe. Voilà. Et donc ça ne se voit pas dans le paysage parce que les voisins reprennent les terres et donc la taille moyenne des exploitations augmente, mais ça se voit sociologiquement. C'est-à-dire que, à l'exception de quelques petits villages béarnais, aujourd'hui, dans la majeure partie de l'espace rural français, les agriculteurs et leurs familles, même dans leur village de famille, où ils sont là depuis des générations, aujourd'hui, quand ils pèsent 10% de la population locale, c'est le maximum. Donc ils comptent aujourd'hui pour quantité négligeable. Et derrière les revendications de ce mouvement, les prix de la grande distribution, le Mercosur, les règles, les normes environnementales, les contrôles tatillons, donc on l'entend à chaque fois, en sous-couche, c'est un mouvement existentiel en fait. C'est le dernier carré d'une profession qui se sent en voie de disparition, qui au lendemain de la guerre est encore la première profession en France. En France, oui. Et aujourd'hui, ils sont 1% de la population active. 50% d'entre eux seront à la retraite dans 10 ans. Et donc, ce qui se passe en ce moment dans le monde agricole, alors il y a aussi des questions d'agenda. Hein. Il y a des élections aux chambres d'agriculture à la rentrée. Donc, il y a des petites arrière-pensées. Mais derrière tout ça, il y a un fond existentiel. C'est-à-dire, vous savez, beaucoup nous disent, nous, ce qu'on veut, c'est être reconnu, de la reconnaissance. Ouais. Mais pourquoi de la reconnaissance ? Parce qu'ils disent, mais on est en train d'être effacé de la photo. On n'existe plus, on compte plus. Vous avez rappelé tout à l'heure mon âge. Et depuis quand je travaille dans le secteur des enquêtes d'opinion, donc ça fait un peu plus de 25 ans. Quand j'ai commencé, on travaillait déjà de la même manière, on faisait des échantillons de 1000 personnes. 1000 personnes. C'est 1000 personnes, voilà. C'est une maquette de la société française. On change l'échantillon est changé à chaque fois. Et donc, comme une maquette, vous avez des cotes. Et donc, c'est le recensement de l'INSEE. On sait qu'on doit avoir tant de jeunes, tant d'ouvriers, tant de Bretons, tant de Franciliens, tant d'agriculteurs. Et donc, ensuite, une fois que vous avez fait l'enquête, on restitue à nos clients les résultats, puis on les détaille par sexe, par âge, par profession. Ce qu'on appelle des ventilations dans notre jargon. Eh bien, quand j'ai commencé, sur un échantillon de 1000 personnes, on avait encore 40 à 45 individus qui étaient dans une famille dont le chef de ménage était agriculteur. Et donc, on pouvait sortir dans notre rapport une ligne agriculteur, même avec une petite étoile en disant, bon, il n'y en a quand même pas beaucoup, c'est 45%, mais on va vous donner le pourcentage de réponse sur cette catégorie-là. Aujourd'hui, ils sont toujours présents dans notre échantillon, mais ils pèsent 10 individus sur 1000 et je ne peux plus les ventiler. Donc ils sont toujours dans l'échantillon, mais ils ont été rayés du rapport, comme s'ils avaient été effacés de la photo. Et donc le mouvement qui est en train de se reproduire, hein, puisque vous voyez qu'il avait déjà eu lieu en début de l'année 2024, la toile de fond, c'est quand même ça, c'est la très forte rétractation, voire la disparition d'un groupe social qui jadis, il n'y a pas si longtemps encore, était très important en France. Et ça aurait des conséquences sur tous les chiffres dont on parlait tout à l'heure, sur l'enterrement, c'est une permanence c'est une permanence qui disparaît. Tout à fait. Et essentiel, la bouffe, voilà. Et donc la survie. Alors on l'a vu au moment du Covid, comment la souveraineté alimentaire c'était redevenu un sujet. Alors attention, il y a des phénomènes. La nature s'adapte, si je puis dire. Aujourd'hui, 20% des jeunes qui s'installent en agriculture ne sont plus issus, ce qui est une révolution. Du milieu agricole. Voilà. Avant, c'était de père en fils. Hein. Oui. Et donc, on les appelle les NIMA, non issus du milieu agricole. Et donc, c'est aussi une vraie opportunité pour ce monde agricole parce que c'est du sang neuf, des gens qui viennent de la ville, qui connaissent le consommateur, qui vont avoir d'autres façons de voir les choses. Vision de l'avenir. Voilà. Et donc, une des permanences, c'était... vieille nation agricole, on le demeure, on est une puissance agricole importante, mais les effectifs ont été contractés. Regardez, dans des départements comme les vôtres, il y a 30 ou 40 ans, bon nombre de maires de communes rurales étaient exploitants agricoles. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai parce qu'ils ne pèsent plus, ou moins. Un éclairage, s'il vous plaît, sur ce qui est un des grands sujets du jour, dans toute l'Europe aussi, c'est le sujet de l'immigration. Est-ce qu'on peut faire un point chiffré
sur l'étendue de ce problème, les conséquences, et puis même les conséquences sur l'affaire des prénoms, etc. C'est-à-dire des changements majeurs ou moins majeurs. Alors, la France a toujours été un pays d'immigration. Immigration, c'est quand on vient chez vous. Émigration, c'est quand on part. C'est les Espagnols, les Italiens. Et donc, mais historiquement, c'était des immigrations en France qui étaient essentiellement européennes. On le sait ici. Pologne, l'Italie. Alors, Pologne, Italie, mais ici, des Belges. La Russie, c'est pas la Russie. Les Arméniens, après. Depuis une soixantaine d'années, donc c'est des populations qui viennent plutôt du sud de la Méditerranée. Et pour mesurer ça, encore une fois, on s'est appuyé sur les prénoms. Donc il y a un gigantesque fichier de l'INSEE avec toutes les naissances intervenues en France. Et donc vous avez une info à chaque fois, c'est par individu le premier prénom qui est donné. Il n'y a pas le deuxième prénom, il n'y a pas le nom de famille, mais il y a le prénom. Ouais. Le prénom et le département de naissance. Et donc on a passé tout ça au tamis. Et donc on a fait des listes très très détaillées de plusieurs milliers de prénoms qui sont des prénoms qui se rattachent soit à l'islam. Les prénoms sont présents dans le Coran, par exemple, c'est le prénom du prophète, de ses compagnons, soit des prénoms qui sont typiquement issus de pays ou de zones géographiques où l'islam est majoritaire, le Maghreb, la Turquie, une partie de l'Afrique subsaharienne. Une fois qu'on a eu ce corpus de prénoms, alors qu'on a constitué empiriquement, en dépouillant des milliers de listings, on a quantifié le poids que représentaient les porteurs de ces prénoms dans les nouveau-nés d'une année donnée. Et donc, en 1960, ces prénoms chez les garçons étaient donnés à 1% des nouveau-nés en France. Et pourtant, un prénom en premier oui, venant du Sud. Arabo-musulman. Et aujourd'hui, c'est plus de 20% des naissances 20% des nouveau-nés qui reçoivent ces prénoms. Donc, vous voyez, encore en 60 ans, on est passé de 1 à 21%, avec comme caractéristique le fait que, contrairement aux prénoms italiens ou a fortiori aux prénoms anglo-saxons, parce qu'il n'y a pas d'immigration anglo-saxonne en France, pourtant les prénoms anglo-saxons sont très donnés. Oui. Ils sont à la télé. Voilà, ils sont à la télé, ils sont même à la tête de partis politiques. Oui. Ces prénoms arabo-musulmans demeurent pour l'essentiel l'apanage de ces familles. C'est-à-dire que les personnes non issues de l'immigration ne vont pas donner ces prénoms à leurs propres enfants. Donc c'est un marqueur assez fiable pour mesurer les volumes démographiques. Et donc ce taux de 20 à 21% de nouveau-nés qui reçoivent ces prénoms s'explique par deux phénomènes. Le premier, c'est que les flux migratoires sont persistants. Et donc on a chaque année des nouvelles familles qui arrivent en France. Ce ne sont pas une vague et puis ensuite ça s'arrête. Voilà, ce qui avait été un peu le propre de vagues d'immigration, enfin des phénomènes migratoires historiques où ça durait 25-30 ans. Voilà. Donc là, on a toujours des nouveaux arrivants qui souvent sont jeunes. Vous immigrez pas quand vous avez 50 ou 60 ans. Et donc souvent, il y a des jeunes familles qui arrivent en France et qui donnent naissance à des enfants qu'on va prénommer comme on les aurait prénommés au pays d'origine, puisqu'on vient d'arriver. Et puis le deuxième phénomène, c'est que dans les populations qui sont maintenant à la 2e, 3e, 4e génération, et donc qui sont là depuis assez longtemps en France maintenant, les prénoms continuent de perdurer assez fortement. Ils sont relayés par la 2e génération. Ou la 3e génération. La 3e génération. Ce qui n'était pas le cas dans les immigrations précédentes. C'est-à-dire qu'en une génération, on avait fait l'exercice dans le Pas-de-Calais avec les prénoms polonais. Vous avez des prénoms polonais dans le Pas-de-Calais. Vous vous souvenez, c'était au lendemain de la guerre de 14, la France... Les mines, quoi. Voilà, la France tournait au charbon et donc il fallait des bras pour aller sortir le charbon des mines puisque les effectifs de mineurs avaient été décimés dans les tranchées. Et donc on avait fait appel à une main-d'œuvre polonaise. Et donc on voit les prénoms polonais apparaître dans les départements miniers au lendemain de la guerre de 14, mais en 45-46, ces prénoms ont disparu. Quand vous connaissez cette région du Nord-Pas-de-Calais, ces familles n'ont pas disparu. Les noms de familles polonaises sont toujours très présents. Mais les prénoms se sont totalement standardisés. Et fin du fin, même dans ces familles, parfois maintenant, on va donner des prénoms anglo-saxons, donc pour montrer que l'assimilation a été totale et parfaite. Et donc, cette étude des prénoms nous permet de mesurer quand même beaucoup de ces transformations et de ces phénomènes démographiques.
Et cette multiplication des prénoms correspond à une multiplication de l'immigration, du nombre d'immigrés ou pas? À partir du moment où ces prénoms sont l'apanage de ces familles, on a la possibilité de quantifier le poids des personnes. Alors, le sujet est sensible, donc précisons bien les choses, qui sont issues des émigrations, mais qui peuvent, si vous êtes à la 3e, 4e génération, en France, il y a le droit du sol, donc ça fait 2 ou 3 générations que vous avez la nationalité française. N'empêche que, par le marqueur du prénom, on continue d'afficher une certaine singularité. Mais c'est le propre de toutes les îles de l'archipel. Vous voyez, sans jeu de mots, en Corse, vous avez beaucoup de prénoms à sonorité corse ou italienne qui n'existaient quasiment pas il y a 50 ou 60 ans. On a 10 à 12% des nouveau-nés en Bretagne qui portent des prénoms bretons. Et donc chaque groupe social, chaque groupe culturel, quelque part, affiche la couleur. Au groupe géographique, Au groupe géographique, et va le faire passer, ce message, via les prénoms qui sont donnés. Avec ce qu'on a dit en début d'entretien, la volonté de se singulariser, c'est-à-dire il faut qu'on ait un prénom original, mais dans tel univers. Vous voyez, il y a des groupes de prénoms. Donc on va avoir un prénom breton ou un prénom maghrébin, mais et donc on voit aussi des effets de mode, comme on voit dans le reste de la population. Il y a des cycles de vie de ces prénoms, mais chacun sur son marché, en fait. Je voudrais finir sur un point qui me tracasse personnellement. Là, on vient de vous écouter pendant 1 heure. Beaucoup de gens sont étonnés par certains côtés. On connaît tous une partie, mais de voir tout ça, et vous disiez vous-même avant qu'on rentre ici, il y a de quoi avoir du désordre dans la tête. Et tous les problèmes que vous venez de souligner, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine qu'ils soient connus des gens, de la population générale? Parce que cette photo-là, dont on pense qu'elle va se poursuivre, a priori la rapidité avec laquelle elle a commencé, ça modifierait le regard des gens sur l'idée qu'ils se font du pays, c'est-à-dire conformer l'idée qu'on se fait du pays à la réalité du pays. Est-ce qu'il n'y a pas un exercice civique qui me paraît indispensable? Alors, écoutez, moi j'essaye à mon niveau oui, je sais bien, d'y participer en essayant de faire connaître ces travaux. Donc je vous remercie de votre présence. Je remercie aussi la mairie de Pau d'organiser ce bel événement. Et donc ça donne le moral de voir que partout en France, non mais il y a des gens qui s'intéressent aux idées, qui viennent. On pourrait dire, il fait beau aujourd'hui à Pau, on va se promener en montagne, on reste sous la couette, voilà, on vient écouter. Et donc nous, modestement, notre boulot, c'est d'apporter ça. D'apporter ça. Mais on a les moyens qu'on a, et donc on le donne à travers des livres, des interviews, et ensuite c'est à chacun de s'en saisir. Mais moi, ce qui m'avait aussi animé dans cette volonté de mettre tout ça noir sur blanc, c'est que souvent, quand dans mes activités à l'IFOP, enfin pas souvent, de temps en temps dans mes activités à l'IFOP, quand j'allais restituer des études à des gens qui nous avaient commandé ces sondages, vous savez qu'il y a des enquêtes qui sont publiées, vous les voyez dans la presse, puis d'autres qui n'ont pas vocation à être publiées, qui restent confidentielles. Donc, pour des grandes entreprises qui veulent lancer un nouveau produit. Ou des décideurs politiques. Ou des décideurs politiques. Et souvent, quand on leur présentait des résultats, moi, j'étais très surpris qu'ils soient aussi surpris par les résultats. Alors, vous avez commencé par une citation, moi j'en ai une autre, mais qui revient au même, qui est ces gens qui vivent comme touristes dans leur propre pays. Voilà. Et donc, voilà. Donc, une des ambitions du travail, c'est que les gens soient moins touristes dans leur propre pays, qu'ils sachent à peu près décoder la réalité qui les entoure et qu'ils mesurent aussi les transformations. Après, chacun jugera si c'était mieux avant, etc. ou pas. Mais nous, le travail, c'est de donner la photo la plus exacte possible pour que du décideur au citoyen, chacun puisse s'y retrouver. Au moins puisse avoir des éléments communs. Voilà, et des éléments communs. Tout à fait. Une dernière question sur les réseaux sociaux. Alors, tout ça, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que ça avait commencé bien avant les réseaux sociaux, mais que ça amplifie énormément la chose. Vous parliez d'une vision commune. On ne va pas faire de publicité pour les grands médias, mais un tout petit peu seulement. TF1, milieu des années 90, c'est 45% d'audience.
Le journal. Non, la chaîne. La chaîne. Avec le pic du JT. Du 20h. Du 20h. Et donc, on rappelle à tous les jeunes de la salle hein, qu'à l'époque, il n'y a pas de replay. Donc, si vous faites 45% d'audience, ça veut dire que le lendemain, au bureau, à la machine à café, à l'atelier, ou... un seul sujet. Ou devant l'école, quand on emmène les enfants et qu'on discute entre parents, ou le samedi dans le vestiaire de rugby ou du club de foot de la commune, 44 personnes sur 10 avaient vu la même chose la veille à la même heure. Et ça faisait une base de discussion ou d'engueulade en commun, mais ça faisait une base commune. Aujourd'hui, on ne va pas pleurer, hein, TF1 est toujours leader, mais c'est 18% d'audience. Et donc, vous voyez, tous les nouveaux canaux de diffusion, les nouvelles chaînes, la TNT, les réseaux sociaux. 8 sur 10 n'ont pas regardé, voilà, c'est ça. Voilà, ils n'ont pas regardé ça. Oui. Parmi ceux qui regardaient la télé, les autres sont sur les réseaux sociaux, sont sur d'autres écrans, et donc le commun est beaucoup moins puissant. Je sais que vous êtes sensible à la situation de la presse, et vous voyez, quand dans cette France d'avant, qui n'est pas si lointaine, dans les années 80-90, il y avait une tribune d'intellectuels en une du Nouvel Obs, de l'Express ou du Point, ça faisait du bruit dans les chaumières quand même. Hein. Aujourd'hui, ça passe plus le mur du son. Ça ne va être lu que par l'île de l'archipel qui continue d'être abonné ou à lire ce magazine. Et qui est en déclin chaque année. Qui est en déclin. Alors, une petite anecdote. Vous savez que le Nouvel Obs, après c'était fait appeler l'Obs, ils sont redevenus Nouvel Obs. Et donc on m'a raconté qu'ils avaient fait des études qualitatives, notamment auprès des jeunes, voilà, sur le paysage de la presse. Et on leur avait demandé à ces jeunes, est-ce que vous pouvez nous citer les magazines, les journaux que vous connaissez? Alors, les gens, Le Monde, Le Figaro, ceci, alors, il y a certains, le VSD, le JDD, puis d'autres disaient, ah, puis il y a l'OBS aussi. Hein, l'OBS, parce qu'ils ne savaient plus que c'était l'Observateur, vous voyez, donc ça... Et donc là, ils se sont dit, bon, vite, il faut qu'on remette nouvelle. Alors j'espère que les jeunes ne diront pas le nouvel OBS, mais donc, voilà. Mais donc voilà, donc tout ça a changé très vite. Et donc c'est aussi cette base commune qu'il faut essayer de préserver, parce qu'une démocratie, ça marche avec ça aussi quand même. Écoutez, Jérôme Fourquet, je ne dirais pas que c'était intéressant de vous entendre. C'est indispensable. Bon, bah merci à vous. Merci beaucoup. Ouais. Merci d'avoir trouvé pause dans le carnet. Merci.